Et là, maintenant qu'on a nos principes de base, maintenant qu'on est capable de distinguer l'hypothèse initiale contre l'hypothèse alternative, et comment est-ce qu'on va écrire ça mathématiquement, maintenant on se demande comment est-ce qu'on va choisir l'hypothèse qui est la bonne. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça du point de vue statistique. Ben, en ce moment, on est en train de dire qu'il nous manquerait un genre de critère qui va nous permettre de faire une décision. Ce critère-là va nous permettre de rejeter H0 si jamais H0 n'est pas bonne. Et ce genre de critère-là, c'est ce qu'on peut voir dans cette section-ci. En fait, on est en train de chercher à partir de quand est-ce que H0 devient invraisemblable. À partir de quand est-ce que l'hypothèse initiale ne tient plus la route dans le point de vue, du point de vue statistique, dans le contexte de l'échantillon ou de la population qu'on a devant nous. On va faire ça dans l'exemple 5.4, on va se donner une mise en situation et ça va nous donner un résultat qui devrait nous donner une bonne idée là, du critère de décision qu'on veut aller chercher. Donc ici, exemple 5.4, on repart avec les données de l'exemple 5.1. Donc en 1953, on avait que l'âge moyen des femmes qui ont mis un enfant au monde pour la première fois était de 24,3 ans et on se dit qu'en 2016, il y a eu un échantillon qui a été formé à partir de 36 mères qui venaient de mettre au monde un enfant pour la première fois. Et dans cet échantillon-là, on retrouve une moyenne de 27,8 ans. Ensuite de ça, on retrouve aussi l'écart type de 6 ans. Et dans ce cas-ci, on se demande si l'hypothèse initiale H0 est vraie, donc la moyenne réelle c'est 24,3 ans, c'est quoi la probabilité que dans un échantillon comme ça, on ait eu une moyenne de 27,8 ans. Parce que 27,8 ans, c'est quand même loin là, du 24,3 ans. Donc, on veut voir à quel point est-ce que on a des chances d'obtenir ce genre de moyenne-là, sachant qu'on a vraiment 24,3 ans comme moyenne. Ici, si on trouve que la probabilité est ridicule, est infime, ben on va pouvoir considérer que les chances que ce soit encore mu0 qui soit vrai, que ce soit encore 24,3 ans, l'âge moyen des femmes qui mettent au monde un enfant pour la première fois, ben ça devrait être un petit peu invraisemblable. On devrait prendre une autre valeur, donc on va prendre l'hypothèse alternative dans ce cas-ci. Donc on y va avec ça ici. On a mu0 qui est à 24,3 ans. On sait que x bar est à 27,8 ans. Et pour pouvoir trouver cette solution-là, il va falloir se rappeler, comme on l'a fait dans le chapitre 4, que la variable z, la variable aléatoire z, qui est calculée en faisant la moyenne x bar moins la vraie moyenne divisée par l'écart type sur la racine de n, ça suit une normale 0,1. Donc à ce moment-là, on sait que si on prend la moyenne x bar et qu'on l'applique dans ce concept-là, on devrait être capable de trouver une probabilité avec notre table de la loi normale. Ici, par contre, sigma, on connaît pas. Hein? On n'a pas le vrai écart type de la moyenne, le vrai écart type de la population. Donc, on va se baser sur l'écart type de notre échantillon, le 6 ans qu'on avait. À ce moment-là, on va dire que Z va être environ égal plutôt à x bar moins mu0 divisé par S sur la racine de n. Et ça va suivre une normale 0,1. C'est ce qu'on va utiliser ici pour aller chercher la probabilité. Maintenant, quelle probabilité nous intéresse? En réalité, là, on est en train de se demander c'est quoi les chances que x bar soit égal à 27,8, mais on pourrait simplifier ça plutôt qu'une probabilité égale avec la loi normale, ça n'existe pas. Une probabilité ponctuelle, ça vaut 0. Nous, ce qu'on va plutôt voir, c'est aller chercher c'est quoi la probabilité d'être plus grand ou égal. Parce que si on est plus grand ou égal, on va se rendre compte que on traite pas mal la même situation et ça va nous permettre de voir c'est quoi les chances qu'on soit rendu dans cette extrémité-là si on a une moyenne de 24,3 ans. Donc, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que x bar soit plus grand ou égal à 27,8. Dans ce cas-ci, cette probabilité-là, sur x bar, on peut la modifier pour obtenir la loi normale. Donc, on va aller chercher la probabilité que x bar moins mu0 sur S divisé par la racine de n soit plus grand ou égal à 27,8 moins 24,3 divisé par 6 sur la racine de 36. C'est cette probabilité-là ici qui va nous intéresser. À ce moment-là, on est en train de calculer la probabilité que la normale 0,1 soit plus grande ou égale à cette expression-ci, ici, là, 27,8 moins 24,3, dans ce cas-ci, on arrive à 3,5. Et 6 divisé par la racine de 36, ben là, racine de 36, ça donne 6. Donc 6 divisé par 6, ça donne 1.
on est en train de vérifier c'est quoi la probabilité que z soit plus grand ou égal à 3.5 dans ce cas-ci. Donc, probabilité que z soit plus grand à 3.5. Et là, ici, selon la table de la loi normale, on sait qu'aller chercher quelque chose de plus grand ou égal à une valeur, ça va être trop complexe. On va plutôt aller chercher l'inverse. Donc, on va aller chercher qu'est-ce qui est en dessous de 3.5. Et là, comme on a une table particulière qui nous donne ce qui est au-dessus de 0 jusqu'à la fin, on va aller chercher 0,5 moins la probabilité que z soit entre 0 et 3,5. À ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à trouver cette probabilité-là, et ça devrait nous donner la valeur qui nous intéresse. Donc, on va aller chercher ça dans notre table de la loi normale, puis on revient par la suite avec ce qui nous intéresse ici. Donc, voilà notre table de la loi normale. Nous, on cherche la probabilité d'être entre 0 et 3.5. Donc, on va aller cibler 3.5 dans la première colonne, et 3.5, on le trouve ici. La valeur de 3.5 qui est associée pour la probabilité, c'est 0,4998. Donc 0,4998, c'est ce qu'on va utiliser dans notre calcul. On va faire 0,5 moins cette valeur-là pour obtenir la probabilité qui nous intéresse. Donc 0,5 moins 0,4998, comme on l'a dit, ça nous donne 0,0002. Ça ici, en pourcentage, ça donne quoi? Ça donne 0,02%. Est-ce que c'est considérable, ça? Est-ce que c'est une grande valeur? Est-ce que c'est une grande probabilité dans ce cas-ci? Ben ici, non, pas vraiment. C'est pas mal trop petit, ça, comme probabilité. C'est quelque chose qui vaut pas vraiment la peine. C'est quelque chose qui est un petit peu invraisemblable dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on vient de conclure dans ce cas-ci? Ça veut dire que la probabilité que la moyenne de notre échantillon soit supérieure ou égale à 27,8%, considérant que la valeur de l'âge moyen, ce serait vraiment 24,3, ben, ça serait presque impossible. Donc, on serait tombé sur une situation presque impossible dans ce cas-ci pour notre échantillon. La vraie conclusion qu'on va tirer de ce résultat-là ici, plutôt que de se dire qu'il n'y a juste pas beaucoup de chance puis on est tombé sur un cas particulier, ce sera de se dire que, ben, je pense que 24,3 ans, là, ça, c'est un petit peu dépassé. C'est un petit peu désuet, là. On devrait plus utiliser ça 24,3 ans. Je pense que la vraie moyenne, elle est plus grande que 24,3 parce qu'avoir 0,02% de chance d'obtenir 27,8 ans, ou plus, là, dans ce cas-ci, c'est un petit peu dérisoire. Donc, on va, à ce moment-là, considérer que l'hypothèse H0 est invraisemblable, donc on va rejeter cette hypothèse H0-là, et on va assumer, donc, que la moyenne mu, elle est plus grande que 24,3 ans. Donc, ça, ici, c'est un critère de décision. On est allé faire la probabilité. On a évalué cette probabilité-là. Puis on s'est rendu compte que, dans le contexte, je pense que notre hypothèse H0 est dépassée. On va laisser ça de côté, puis on va aller chercher plutôt notre hypothèse alternative. Mais là, c'est bien beau cet exemple-là. Il nous a donné une probabilité. Et cette probabilité-là de 0,02%, nous, on a choisi arbitrairement de la rejeter. On a choisi que ça, c'était trop petit pour nous. Mais comment est-ce qu'on fait pour déterminer que cette probabilité-là, elle est trop petite? Ben, à ce moment-là, c'est ici qu'on va faire entrer en jeu ce qu'on appelle le seuil de signification. À partir de ce seuil de signification-là, qu'on va décider de rejeter ou pas H0, et en rejetant ou pas H0, on accepte qu'on a un risque d'avoir rejeté H0 alors que c'était vrai. Donc, dans ce cas-ci, si par exemple on avait 0,02% pour la moyenne et que là, ben ça c'est trop petit, on l'a rejeté, ben il y a un risque, un pourcentage de chance qu'on ait rejeté quelque chose qui était bon. Mais ce risque-là, c'est le seuil de signification et c'est celui qu'on décide de s'imposer lorsqu'on fait un test hypothèse. On va noter ce seuil de signification-là alpha, comme avec nos intervalles de confiance, on choisit alpha comme lettre grecque qui va représenter ce seuil de signification-là. Maintenant, avec la définition qu'on vient de se donner, on vient d'introduire une erreur possible qu'on peut commettre. On vient de dire qu'on a une probabilité de rejeter H0 alors qu'elle est vraie. Ça, c'est une erreur en soi, et du point de vue statistique, c'est une erreur particulière. C'est une erreur qu'on appelle l'erreur de première espèce. C'est l'erreur qu'on commet lorsqu'on va rejeter H0 alors que l'hypothèse H0 était vraie. À ce moment-là, on va associer le risque de faire cette erreur-là, de commettre cette erreur-là, à la valeur alpha, donc le seuil de signification qu'on vient de se donner. Donc à ce moment-ci, on vient de définir le seuil de signification, on vient de définir là, tout ce qu'il nous faut pour construire le test hypothèse, aller chercher les probabilités, puis finalement se rendre compte que ben, on est peut-être trop petit, on doit rejeter H0. On a tout ce qu'il faut finalement pour faire le test hypothèse au complet. Il y a une seule notion qu'on n'a pas abordée, et là, dans ce cas-ci, on a défini l'erreur de première espèce
comme on a numéroté cette erreur-là, c'est parce qu'il y en a d'autres. On se définit juste avant de continuer l'erreur de deuxième espèce, puis ensuite de ça, on pourrait établir complètement c'est quoi le test d'hypothèse. Ce deuxième type d'erreur-là, qu'on appelle l'erreur de deuxième espèce, c'est l'erreur qu'on va commettre lorsqu'on décide de ne pas rejeter H0, alors que H0, ben on aurait dû la rejeter. H0, c'est faux, c'est une hypothèse qui est fausse, on aurait dû rejeter cette hypothèse. À ce moment-là, on vient de commettre une erreur de deuxième espèce, et le risque de commettre cette erreur-là, c'est qualifié par la lettre grecque bêta. C'est une autre probabilité qu'on pourra apprendre à calculer un petit peu plus tard dans cette section-ci. Pour résumer les types d'erreurs, vous en avez deux, et on peut résumer ça de cette façon-là. Donc, la décision et la réalité. Dans la décision, vous avez rejeté H0 ou vous n'avez pas rejeté H0, et dans la réalité, H0 est vrai et H0 est fausse. Si vous rejetez H0 mais qu'elle est vraie, vous avez fait une erreur de première espèce. Si vous rejetez H0 mais qu'elle est fausse, c'est une bonne décision. Si vous ne rejetez pas H0 et qu'elle est vraie, c'est une bonne décision. Si vous ne rejetez pas H0 et qu'elle est fausse, alors on parle ici d'une erreur de deuxième espèce. Pour bien illustrer ça, l'auteur de votre manuel a une super belle analogie qui fonctionne très bien. On pourrait comparer ici les erreurs de première et de deuxième espèce aux erreurs que peut commettre un détecteur de fumée. En effet, si on a un détecteur de fumée, qu'on pose l'hypothèse H0 comme étant il n'y a pas d'incendie et l'hypothèse H1 comme étant il y a un incendie, à ce moment-là, si votre détecteur de fumée il est trop sensible et qu'il détecte de la fumée lorsque vous faites des toasts le matin, on déclenche le détecteur, puis là, ça se met à sonner super fort, on a mal aux oreilles, puis il est 7 heures le matin, c'est pas agréable. Ici, on vient de commettre une erreur de première espèce. Il n'y avait pas d'incendie, mais on a rejeté le fait qu'il n'y avait pas d'incendie, donc on a sonné pour indiquer aux gens, attention, il y a un incendie. Ici, le détecteur de fumée a commis une erreur de première espèce. D'un autre côté, si la sensibilité de votre détecteur de fumée n'est pas assez élevée, là, il y a le feu dans la cuisine. Il y a vraiment un feu, et il faudrait que le détecteur se mette à sonner pour indiquer à tout le monde, sortez de la maison, il y a le feu. Mais si la sensibilité n'est pas assez élevée et que le détecteur ne détecte pas la fumée, il ne va pas sonner. Donc le détecteur, en ne sonnant pas, indique qu'il n'y a pas d'incendie, alors qu'il y en a un pour vrai, là. Il faudrait qu'il dise qu'il y a un incendie. Le détecteur de fumée a commis une erreur de deuxième espèce. Donc, on a vraiment les deux erreurs qui peuvent être commises à partir de notre situation du détecteur de fumée. Maintenant, on pourrait aussi analyser qu'est-ce qui se passe si, là, ici, le problème, on se rend compte que c'est la sensibilité de notre problème. La sensibilité de notre détecteur de fumée était trop élevée ou pas assez élevée. Donc, dans ce cas-ci, si on n'a pas assez de sensibilité, on risque de faire une erreur de deuxième espèce plus facilement. Mais si on n'est pas assez sensible, ben là, on ne détectera pas les toasts. Si on ne détecte pas un feu, on ne détectera pas des toasts. Donc, on diminue le risque de faire une erreur de première espèce en augmentant le risque de faire une erreur de deuxième espèce. Si on fait l'inverse, si on augmente la sensibilité de notre déclencheur, notre détecteur de fumée, à ce moment-là, si le détecteur est très, très, très sensible, il va détecter les toasts, donc il va se déclencher lorsqu'il n'y a pas de feu. Mais c'est sûr qu'il va se déclencher quand il y a un feu parce qu'il détecte très facilement la fumée. Donc à ce moment-là, on augmente le risque d'avoir une erreur de première espèce en diminuant le risque d'avoir une erreur de deuxième espèce. Évidemment, là, dans la vraie vie, on sait tous que c'est la première espèce qui est favorisée pour les détecteurs de fumée. On augmente la sensibilité le plus possible parce que si on a un feu, on veut pas que des gens meurent brûlés, donc on veut pas avoir une erreur de deuxième espèce. On y va vraiment avec l'erreur de première espèce. C'est quoi qu'il y a de mal à avoir un petit peu mal aux oreilles si on ne meurt pas brûlé? Donc ici, détecteur de fumée, une bonne façon d'illustrer le principe des premières et deuxième espèces, puis on comprend que les deux sont interreliés. Hein? Si on augmente le risque de première espèce, on diminue celui de deuxième et vice-versa dans ce cas-ci. Ceci étant dit, on vient de faire le tour des erreurs, on vient de faire le tour du seuil de signification. Il nous reste plus qu'à établir la démarche là, de notre test hypothèse. On va voir en détail qu'est-ce que c'est le test hypothèse, comment est-ce qu'on le fait, et c'est ce qu'on fait dans la section 5.1.3. Allons-y avec la marche à suivre, donc la liste d'épicerie qui va nous permettre de toujours faire nos tests hypothèses. Maintenant qu'on a toutes les informations, on est capable de faire cette liste-là. Donc, si on revient dans le passé, qu'est-ce qu'on a fait dans cette section-ci? On a commencé par émettre des hypothèses, formuler nos hypothèses, H0 et H1. Donc, en premier, on y va toujours avec des hypothèses. De toute façon, dans la démarche scientifique, lorsqu'on commence, on y va toujours avec des hypothèses. C'est au départ qu'on fait ces hypothèses-là. Ensuite, on va choisir le seuil de signification alpha. Donc, quel est le risque de se tromper ici? C'est là qu'on le choisit en 2. Une fois que c'est fait, on va vérifier qu'on peut effectivement appliquer notre test hypothèse. Donc, on vérifie des conditions d'application, conditions sur la loi normale, conditions sur l'estimation par l'approximation, par exemple, par la loi normale, des choses comme ça. Ensuite de ça, en 4,
On va déterminer la ou les valeurs critiques. Ça ici, on n'en a pas vraiment parlé encore, mais ce que ça va être en réalité, là, c'est un chiffre à partir duquel notre probabilité, on l'envoie aux poubelles puis on rejette H0. Donc, à partir de quelle valeur est-ce qu'on va rejeter dans ce cas-ci? C'est à l'étape 4 qu'on va déterminer cette valeur-là officiellement. Ensuite de ça, on va en 5 formuler la règle de décision. Donc, cette règle-là va généralement avoir l'allure de on rejette H0 si telle valeur on a une valeur qui est plus grande ou égale à un certain chiffre. Donc, formuler la règle de décision. Ensuite, en 6, on va calculer notre statistique. Donc, on va aller vérifier est-ce qu'on est plus grand ou égal à cette valeur-là, est-ce qu'on est plus petit ou égal, des choses comme ça. Et finalement, en 7, on prend la décision. Donc, c'est à la dernière étape qu'on va décider si on rejette ou non H0. Donc, savoir lequel des deux est la bonne. Donc, ceci étant dit, on a notre test hypothèse enfin qui est établi. On a vu comment est-ce qu'on pouvait aller chercher chaque étape de ce test hypothèse-là, presque là, à part la valeur critique. Donc maintenant, on est prêt à en faire des tests d'hypothèse. Donc c'est ce qu'on va continuer à faire dans le chapitre 5. Pour l'instant, on va s'arrêter ici par contre. On en a fait assez. Ça fait assez longtemps qu'on travaille là-dessus. On a bien établi le test hypothèse. Donc on prend une pause. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.2 où là, on va commencer des tests hypothèses, mais sur une moyenne pour commencer.